La République des valeurs vous offre Prépa Bac 2021. Bonjour chers élèves et chers collègues qui nous suivez à travers la plateforme Prépa Bac. Soyez nombreux à faire vos critiques, vos suggestions et poser des questions sur la plateforme. Nous allons essayer d'échanger par rapport à ce qui se fait. Donc nous voilà encore une fois aujourd'hui pour vous présenter un cours portant sur la décolonisation au Proche-Orient, la question palestinienne et les relations israélo-arabes. Comme vous le savez sans doute, dans le programme officiel d'histoire en classe terminale, la décolonisation au Proche-Orient, c'est la leçon numéro 7. Mais cette année-ci, avec le contexte de la maladie, le programme en histoire et géographie a été réaménagé. C'est pour ça que vous voyez la leçon numéro 7. Dans le programme réaménagé, cette leçon est la leçon numéro 6. Parce qu'on a pu contracter certaines leçons, notamment les leçons portant sur la décolonisation en Afrique et un peu en Asie. Vous voyez, c'est pour ça que cette leçon porte le numéro 6 au lieu. Et dans le programme officiel, cette leçon est la leçon numéro 7. Comme le titre l'indique également, avant de rentrer dans le vif du sujet, il serait important de faire une définition conceptuelle du titre. On a dit la décolonisation au Proche-Orient. Bien sûr que cette problématique de la question palestinienne entre dans le cadre de la décolonisation, même si c'est une question ou bien c'est un sujet assez spécial qui est un peu en marge de ce qui s'est passé en Afrique et en Asie, mais elle rentre toujours, cette question, dans le cadre de la décolonisation. Et on parle également des questions, de la question palestinienne, parce qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir que même jusqu'en mai 2021, cette question continue toujours à défrayer l'actualité. Donc nous avions assisté le mois de mai passé à des remous entre les Israéliens et les Palestiniens. Et il ne se passe pas un jour où il n'y a pas de problème soulevé à travers la presse entre Israéliens et Palestiniens. Et ce problème trouve son origine donc là, au début des années 1897. Nous allons y revenir au cours de la leçon. Et au cours de la leçon, donc, nous allons aborder tour à tour les origines de la question palestinienne, d'où est-ce que cette question ou bien ce problème a débuté. Ensuite, nous allons, dans un deuxième temps, essayer de voir les relations israélo-arabes et pour en terminer avec les relations israélo-palestiniennes, pour voir quelles sont également depuis lors les recherches de solutions qui ont été mises en place. D'abord, nous allons commencer par les origines de la question. Les origines. Les origines. Donc les origines du problème israélo-palestinien. Comme vous le savez sans doute, le Proche-Orient a toujours été une terre de convoitise. Dans la mesure où le Proche-Orient a vu naître les premières religions révélées, donc comme le judaïsme, avec tous les grands prophètes du judaïsme, comme Abraham, Moïse, David, Salomon, donc tous ces grands prophètes donc, du judaïsme,
pour ne citer que cela, hein, donc ces grands prophètes donc, là, du judaïsme ont vécu au Proche-Orient, notamment donc, à ce qui était appelé, donc, ce qui est appelé aujourd'hui la terre de Palestine. Donc, à l'origine, il y avait donc là les Juifs donc, sur cette terre, et il y avait également donc, dans les livres cités, dans les livres révélés, donc on a cité les grands prophètes. Ensuite, il y a eu autour de l'an 0, Jésus-Christ lui-même également né en terre de Palestine, notamment donc, à Nazareth, donc la terre de Judée, la province de Judée. Donc, vous avez constaté ici que la Palestine est la terre de naissance de la religion juive, elle est également la terre de naissance de la religion chrétienne. Et pour les musulmans aussi, autour du 1er siècle, avec le deuxième calife de l'islam, le calife Omar, il va conquérir avec l'expansion de l'islam, donc cette partie donc là du Proche-Orient, et il va petit à petit transformer cette terre de Palestine en une terre arabe, avec la construction de ce qu'on appelle aujourd'hui la mosquée de Al-Aqsa, ou la Dôme du Rocher. Plus tard, au 9e, 10e siècle également, il y a eu les croisades. Les croisades sont les chrétiens d'Occident qui venaient d'Europe pour essayer de chasser les musulmans donc de la terre sainte, parce qu'ils considéraient que cette terre sainte qui a vu la naissance de Jésus et qui a vu, comment dirais-je, le développement de la chrétienté, cette terre était en train d'être occupée par les musulmans. Donc c'est d'où cette idée de chasser les musulmans que les croisades sont nées. Donc les croisades, c'est les conflits ou bien les guerres entre les musulmans et les chrétiens. Donc vous voyez, pour vous dire tout ceci, pour vous dire, depuis fort longtemps, et le judaïsme c'est autour de l'an 1000 avant Jésus-Christ, 1000 ans avant Jésus-Christ, donc là cette terre de Palestine donc, a toujours été une terre de convoitise, une terre donc, où il y a eu un affrontement donc, pour le contrôle donc, de ces terres. Donc ici, pour les musulmans, c'est entre 634 et 644, c'est-à-dire le règne des khalifes, donc du deuxième calife de l'islam, Omar. Et pour les chrétiens, Jésus a vécu autour de l'an 0, parce que c'est le calendrier que nous utilisons, c'est un calendrier grégorien qui date donc de la naissance de Jésus-Christ. Donc ici, moins 1000, l'an 0, etc. Et donc autour de 800, c'est-à-dire au 9e siècle, il y a eu ce qu'on appelle les croisades. Depuis 1000 ans avant Jésus-Christ, vous voyez que cette terre de la Palestine a toujours été une terre de convoitise, une terre de rivalité pour son contrôle, pour l'intérêt historique que cette terre cherche, mais également pour l'intérêt stratégique ou bien l'intérêt géographique. Parce que géographiquement, donc cette terre est entre les 3 continents. Parce que quand on va parler du Proche-Orient, c'est une partie de l'Afrique du Nord, notamment l'Égypte. Donc c'est également l'Asie, dans la partie ouest. C'est une partie également de l'Europe avec la Turquie. Donc vous voyez, c'est une zone qui se trouve au confins de 3 continents. Donc c'est une zone qui pratiquement qui se trouve au confins de 3 continents. Donc du point de vue historique, c'est une terre chargée. Du point de vue géographique également, c'est un coin stratégique. Et on voit également, même du point de vue des ressources naturelles, c'est la zone qui englobe pratiquement beaucoup de ressources pétrolières. Et ces ressources pétrolières, vous savez que c'est les enjeux, donc là, c'était les enjeux du XXe siècle, et ça continue à être les enjeux du XXIe siècle parce que nous avons une économie mondiale qui est résolument tournée vers le pétrole. Donc, après ce décor historique, on voit très bien que cette terre est une terre chargée, est une terre également stratégique, ce qui fait que tout le monde a cherché à le conquérir. Ça, ce sont les origines lointaines du conflit. Mais si nous en venons aux origines donc,
les plus proches donc, du conflit, elle remonterait ses origines à 1897. Donc les origines du conflit, elles remonteraient à 1897. Avec la création donc, du sionisme. Donc en 1897, un juif hongrois qu'on appelle Theodor Herzl de la Hongrie, Theodor Herzl, avait constaté que partout à travers le monde, les juifs étaient persécutés, étaient mal vus. Être juif, c'était être synonyme d'un traître, c'était synonyme d'un comploteur. Et ce qui a mis le plus à l'oreille à Herzl, c'est surtout l'affaire Dreyfus qui s'est passée en France. Donc, si vous faites un peu de la littérature, Émile Zola même en avait écrit, donc l'affaire Dreyfus. Et l'affaire Dreyfus qui était un capitaine de l'armée française, a été accusé de traître, de trahison, parce que tout simplement il est juif, parce que les juifs étaient mal vus dans la société française ou dans la société occidentale de manière générale, parce qu'on les considérait comme des gens toujours qui cultivent le secret, donc ils sont toujours derrière les complots. Et Theodor Herzl, qui était journaliste, qui a couvert le procès, a eu une prise de conscience pour regrouper tous les juifs du monde. C'est ce qui fait qu'en 1897, il va appeler à un congrès, ce qu'il va appeler le congrès sioniste, le Sion. C'est là où est né le sionisme, c'est un mouvement international qui va regrouper tous les juifs du monde et dont l'objectif c'est d'organiser un retour vers la terre de Palestine qui était leur terre promise. Donc, retour à la terre promise, parce que dans la Torah, Dieu aurait promis au peuple juif donc la terre de Palestine, donc qui est leur terre promise. Et pour Theodor Herzl, les juifs ne trouveront la paix que s'ils retournent en terre de Palestine. Mais je vous l'ai dit tout à l'heure, donc dès le 7e siècle, la Palestine était petit à petit devenue arabe avec les conquêtes musulmanes, donc notamment de Omar. Donc la Palestine était devenue de plus en plus musulmane et les juifs étaient dispersés à travers le monde. Et cette dispersion des juifs qu'on appelle l'exode va faire que la Palestine va se transformer en terre arabe. Mais en 1897, donc Herzl va être à l'origine de ce mouvement sioniste et ils vont créer une banque juive, une agence juive. Donc l'agence juive avait une banque où tous les juifs à travers le monde devaient mettre de l'argent pour faciliter aux juifs qui désiraient de quitter l'Europe ou l'Amérique ou bien n'importe quel autre coin du monde pour retourner en terre de Palestine, de leur donner de l'argent pour que ces juifs viennent acheter des terres en Palestine et s'y installer petit à petit. Et donc c'est ce que l'agence juive donc, va aider au retour des juifs. Et petit à petit, les juifs vont commencer à venir en Palestine, acheter des terres et commencer à exploiter ces terres. Ils vont créer donc là les villages qu'on appelle des kibbutz. Donc juifs, ils vont commencer à s'installer. Et en 1917, c'est-à-dire vers la fin de la Première Guerre mondiale, l'Angleterre va faire appel aux Juifs pour les aider à financer la guerre contre l'Allemagne. Parce que vous savez qu'entre 1914 et 1918, il y a eu la première guerre mondiale qui opposait l'Allemagne et ses alliés, mais également la France et ses alliés, dont il y avait l'Angleterre, entre autres. Et cette première guerre, donc, les Anglais avaient besoin de finances, ils ont fait appel aux Juifs qui allaient leur donner de l'argent pour financer la guerre contre l'Allemagne. Et contre ce financement des Juifs, le premier ministre
de l'Angleterre de l'époque qu'on appelle Arthur James Balfour. James Balfour va promettre aux Juifs la création d'un État en terre de Palestine. Donc il va promettre ce qu'il va appeler le foyer national juif. Donc le foyer national juif, c'est l'équivalent d'un État. Donc contre, ou bien pour récompenser les Juifs quand même de leur soutien financier, James Balfour va déclarer le 2 novembre 1917 que les Juifs vont avoir un foyer national, c'est-à-dire des terres en Palestine. Et naturellement, les Arabes ne vont pas accepter donc, cette déclaration ou bien cette intention des Anglais. Donc les Arabes ne vont pas accepter. Donc vous voyez, déclaration de Balfour pour la création d'un État, d'un futur État juif en terre de Palestine. Ok. Après la fin de la Première Guerre mondiale, la terre de Palestine, qui était jadis occupée par l'Empire, les Turcs ottomans, cette terre de Palestine qui était occupée par les Turcs ottomans va maintenant être sous mandat britannique. Je m'explique. Britannique. Va être sous mandat britannique. Cette terre donc, de la Palestine était occupée par les Turcs. Ces Turcs vont perdre le contrôle des États qu'ils dominaient, c'est-à-dire le Proche-Orient. Tout le Proche-Orient et le nord de l'Afrique étaient sous le contrôle des Turcs. Maintenant, ces terres qui étaient contrôlées par les Turcs vont être partagées entre les Français et les Anglais. Ensuite, les Anglais et les Français vont se partager ces terres, mais les Allemands aussi, les colonies qu'ils avaient en Afrique, les Allemands vont perdre leurs colonies qu'ils avaient en Afrique. C'est le cas du Cameroun, c'est le cas du Togo. Donc ces pays étaient des colonies allemandes. Et à la fin donc, de la Première Guerre mondiale, pour sanctionner ces pays qui ont perdu la Première Guerre mondiale, donc ces pays vont également perdre les colonies. Donc c'est le cas donc, également de la Turquie donc, au niveau du Proche-Orient. Et donc le Proche-Orient devient notamment la Palestine donc devient la Palestine est sous un mandat britannique. Donc la Palestine est sous mandat britannique. La Syrie serait sous mandat français, etc. Donc le Liban également sera sous mandat français. Donc tous ces pays du Proche-Orient seront partagés entre les deux. Donc Liban, Syrie pour la France, Turquie, Palestine pour l'Angleterre. Ok, donc vous voyez, déclaration de James Balfour. Et en 1922, la population juive qui était en terre de Palestine était de 10%. Mais on verra, en 1937, cette population va passer à 30%. En 1937. Donc la population juive qui était de 22% donc, va passer en 1937 à 30%. Donc c'est-à-dire la population juive a triplé. Donc la proportion de la population juive sur la population arabe en terre de Palestine, cette proportion a triplé. Pourquoi cette proportion aurait triplé? C'est parce que tout simplement les Juifs ont continué à affluer en terre de Palestine avec l'aide de l'agence juive qui finance le retour des Juifs qui vont venir acheter des terres. Maintenant, devant l'augmentation rapide des Juifs et la modification de la structure démographique du Proche-Orient, les Arabes ont commencé à protester. Les Arabes ont commencé à protester contre cette arrivée massive de Juifs. Et les Arabes vont commencer à s'attaquer aux Juifs.
ils vont commencer à s'attaquer aux Juifs. Et les Juifs vont avoir des armées d'autodéfense. Donc, dont les plus célèbres, ces Juifs venaient de tous les pays d'Europe pour venir s'installer là-bas. Donc, ces Juifs sont des étrangers. Et ce plan de partage également est un plan de partage qui est inéquitable. Parce que 1,3 million habitants pour 45% du territoire et 600 000 habitants pour 55% du territoire, c'est un partage qui est inégal. Et par conséquent, les Arabes ont contesté donc, ce plan de partage. Mais les Juifs ont immédiatement accepté. Et ce qui fait cette force des Juifs, c'était en 1945, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, il y a eu un changement de paradigme. Il s'est trouvé que l'URSS et les États-Unis étaient les nouvelles grandes puissances, étaient donc ce qu'on appelle les superpuissances, les puissances émergentes. L'Europe n'était plus assez puissante parce que l'Europe était ruinée par la guerre. Donc la guerre a fait que les États-Unis et l'URSS sont devenus les superpuissances au niveau mondial. Et ces deux superpuissances appuyaient les Juifs pour plusieurs raisons. Parce que les premiers villages juifs créés en terre de Palestine, ce sont des Juifs qui sont venus de l'URSS, de l'ex-URSS. C'est eux qui ont créé donc là, les premiers villages, les premiers habitants juifs de la terre de Palestine, ils viennent de l'URSS. Donc il y avait un lien historique entre l'URSS et la terre d'Israël, ou bien ce qui sera appelé plus tard Israël, donc entre les Juifs. Et aux États-Unis également, les personnes les plus influentes, pour ne pas dire les personnes les plus riches, la plupart sont de la communauté juive, qu'on appelle le lobby juif, qui est très puissant et qui reste toujours actif au niveau des États-Unis, parce que les Juifs, ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est des gens qui ont de l'argent, c'est des gens qui ont de l'influence, de la puissance. Et partout où ils sont à travers le monde, ils peuvent exercer de la puissance parce qu'il se trouve qu'ils ont de la connaissance, mais également ils ont ce qu'on appelle donc de l'argent. Et aux États-Unis, les plus grandes banques, en tout cas les personnes les plus influentes, donc les Juifs sont parmi ces pays. Donc vous voyez, et ce qui fait qu'ils bénéficient toujours d'une influence au niveau des sphères de décision. Ce qui va faire qu'aux États-Unis, ils vont soutenir également les Juifs. Mais les Arabes vont contester ce plan de partage. Malgré la contestation du plan de partage, le 14 mai 1948, les Britanniques ont décidé de quitter la terre de Palestine, de partir. Et pour que le plan de partage puisse entrer en application, le 14 mai 1945. Et le chef des Juifs, le responsable, qu'on appelle David Ben Gurion, va faire la déclaration d'indépendance de l'État d'Israël le 14 mai 1948. Et donc, on peut dire, le 14 mai 1948 marque le début de la naissance de l'État d'Israël. Parce que l'État juif dont l'ONU a décidé, ces Juifs vont appeler le nouveau État naissant, ils vont l'appeler Israël. Et on verra, la déclaration de David Ben Gurion le 14 mai 1948 va inaugurer une nouvelle période dans la région. Parce que cette période de 1940, cette déclaration d'indépendance de David Ben Gurion va plonger le Proche-Orient dans un cycle de conflit. Depuis 1948 à 2021 où je vous parle, il ne se passe pas des années où il n'y a pas de guerre entre Israéliens et Palestiniens. Donc la naissance, donc l'origine de la question exacte, donc c'est la déclaration de l'État d'Israël, la déclaration donc de l'indépendance de l'État d'Israël le 14 mai 1940. Donc on verra. Donc on va aborder la deuxième phase. Cette déclaration de l'indépendance va conduire à une seconde phase, donc là des relations israélo-arabes qu'on va appeler
les conflits. Parce que dès la naissance de l'État d'Israël, le 14 mai 1948, les Arabes vont attaquer le jeune État israélien le 15 mai 1948. C'est-à-dire un seul jour, 14 mai, 15 mai. Donc, durant deux, on aura ici les guerres israélo-arabes. Les guerres israélo-arabes. Donc, les guerres israélo-arabes démarrent le 15 mai 1948, c'est-à-dire au lendemain de la déclaration d'indépendance de l'État d'Israël. Donc, l'État d'Israël, c'est le 14, est né le 14 mai. 14 mai, naissance de l'État d'Israël. Et le 15 mai, pour contester la naissance de l'État d'Israël, les armées arabes vont attaquer l'État d'Israël. Donc le début des guerres israélo-arabes. Donc 15 mai, donc un seul jour, le 15 mai, donc le début des conflits. Je dis bien des conflits parce qu'il y en aura beaucoup. On va les citer tout à l'heure. On verra. Donc, les guerres israélo-arabes. Donc, la première d'entre elles, c'est le 15, à partir du 15 mai 1948. 5 armées arabes, pour contester la naissance de l'État d'Israël, 5 États arabes vont se coaliser, notamment la plus grande d'entre elles, l'Égypte, la Syrie, le Liban, la Jordanie, on appelait à l'époque même la Transjordanie, elle deviendra Jordanie plus tard, Transjordanie, et l'Irak. Donc ces 5 armées arabes plus les Palestiniens vont se coaliser pour attaquer l'État d'Israël, pour anéantir ce jeune État pour qu'il ne voit pas le jour. Mais on verra que malgré la coalition de ces 5 armées arabes, cette armée va être battue par le jeune État israélien qui va battre donc les Arabes. Parce que tout simplement, je vous l'ai dit tout à l'heure, parce que ce jeune État israélien était soutenu par la grande puissance de l'époque qui étaient les États-Unis, qui était également soutenu par l'URSS. Et on verra qu'ils vont maintenant vaincre les armées arabes en 1948. Et cette défaite des Arabes de 1948 va conduire à une expulsion de population. Les Juifs vont profiter de cette défaite arabe pour expulser à peu près 600 000 Palestiniens. Donc 600 000 Palestiniens seront expulsés de leur terre. Ils seront expulsés. Donc 600 000 Palestiniens seront expulsés vers les pays limitrophes, c'est-à-dire l'Égypte, la Syrie, la Transjordanie. Et Israël va occuper les terres donc là, de ces Palestiniens expulsés. Et l'expulsion donc là, de ces Palestiniens, c'est ce qu'ils appellent, les Arabes appellent la Nakba. La Nakba. C'est la catastrophe. La catastrophe. Donc les Arabes appellent ça la catastrophe. C'est-à-dire la naissance de l'État d'Israël, pour les Arabes, c'est la catastrophe. Parce que c'est le début des calvaires du peuple palestinien. C'est le début des malheurs du peuple palestinien. Parce que toutes ces populations vont être expulsées de leur terre. Ils vont maintenant vivre en exil. Ils vont vivre comme des réfugiés et dans les pays limitrophes. Et aujourd'hui, le plus grand, pratiquement le camp de réfugiés au monde, est constitué par des Palestiniens en Jordanie, qu'on appelle le camp de Zaatari. Donc les gens y vivent en exil depuis 1948. Et 1948, à nos jours, c'est plus de 70 ans où les gens vivent en exil là-bas. Et en Syrie, en Liban également, les Palestiniens sont un peu partout parce qu'ils sont saciés de leur terre. Donc vous voyez, et les Juifs vont donc profiter de cette première victoire sur les Arabes de 1948
donc pour asseoir leur jeune État. Et en 1956, il y aura une autre guerre entre les Israéliens, c'est-à-dire le jeune État juif naissant, et les Arabes. Mais en 1956, ce sera surtout entre les Israéliens et l'Égypte. Parce qu'en 1956, l'Égypte avait décidé de nationaliser le canal de Suez. Le canal de Suez, c'est le point de passage des bateaux européens de la mer Rouge à la mer Méditerranée. Donc c'est un coin de raccourci qui permet aux Européens de gagner du temps lorsqu'ils vont aller chercher donc, le pétrole ou bien d'autres produits en Asie, au Proche-Orient, de transiter par la mer Rouge, de passer par la mer Méditerranée et d'aller en Europe. Éviter de faire le contournement, c'est-à-dire de passer par le cap de Bonne-Espérance, de passer par l'océan Atlantique pour remonter en Europe. Mais maintenant, le canal de Suez était construit par les Anglais et les Français qui faisaient transiter leurs bateaux. Mais en 1956, Gamal Abdel Nasser, le président égyptien, avait décidé de nationaliser, c'est-à-dire de faire de ce canal de Suez une propriété égyptienne. Et les Français et les Anglais ont contesté cette nationalisation parce que cette nationalisation par les Égyptiens allait donc obliger les Français et les Anglais à payer des taxes pour passer parce que le canal ne leur appartiendrait plus et ils allaient devoir payer des taxes. Ce seraient des frais supplémentaires pour leurs frais maritimes. Et ce qu'ils ont voulu contester en essayant d'aider Israël à attaquer l'Égypte. C'est pour ça que certains également ne mettent pas la guerre de 1956 dans les conflits israélo-palestiniens, mais ils le mettent tout simplement dans les conflits de la guerre froide, etc. Mais en tout état de cause, en 1956, il y a eu donc ce deuxième conflit israélo-arabe. 1956, deuxième conflit israélo-arabe. Ok. Mais c'est surtout en 1967, où ce conflit-là aura plus de conséquences. Parce que la guerre de 1967 entre Israël et Arabes va permettre aux autres États israéliens de conquérir des terres arabes. Je vous ai dit en 1948, c'est les Arabes qui ont attaqué Israël. Mais en 1967, c'est Israël qui va attaquer maintenant les Arabes pour prendre leurs terres, occuper des terres arabes. Et parce que Israël était mis au courant qu'il y avait une préparation donc là, des attaques des armées arabes et Israël a donc anticipé. Et la guerre de 1967 est appelée également la guerre des 6 jours. La guerre des 6 jours. Parce qu'elle s'est déroulée entre le 5 juin et le 10 juin 1967. 5 et 10 juin 1967. Donc en 6 jours, Israël a vaincu toutes les armées arabes. En 6 jours, 5 juin, 10 juin 1956. Et lorsqu'Israël va vaincre ces armées arabes, il y aura des modifications de territoire assez importantes. Donc Israël va occuper le Sinaï. Le Sinaï. Le Sinaï appartient à l'Égypte. Et l'Égypte est la plus grande armée arabe. Donc Israël va battre l'armée égyptienne et occuper le Sinaï, un territoire égyptien. Le Sinaï appartient à l'Égypte. Israël va occuper le Golan. Israël occupe toujours le Golan jusqu'à aujourd'hui. Le Golan qui appartient à la Syrie. Le Golan, c'est la province la plus riche en eau. Parce que vous savez que le Proche-Orient, c'est une zone également semi-désertique où les ressources en eau sont relativement rares. Mais ici, Israël va occuper le Golan syrien et continue jusqu'à présent à occuper le Golan syrien. Israël également va occuper Jérusalem Est. Israël va occuper Jérusalem Est. Jérusalem Est, dans le plan de partage de l'ONU de 1947, la résolution 181, Jérusalem devait appartenir à la Palestine, ou bien à la Palestine, c'est-à-dire au futur État arabe. Israël également va occuper Gaza.
et la Cisjordanie, qui sont tous des territoires arabes, des territoires palestiniens. La Cisjordanie. Donc Israël occupe ces terres. Donc vous voyez, la guerre de 1967 a permis à Israël d'étendre son territoire. La résolution 181 avait donné à Israël 55% des terres, mais avec la conquête de toutes ces nouvelles terres, Israël va occuper désormais 78% des terres de la Palestine. Des terres de la Palestine. Au départ, ils avaient 55% des terres. Okay. Ils vont se retrouver avec 78% des terres. Donc, ouais, un agrandissement de leur territoire. Un grand agrandissement de leur territoire. Et l'agrandissement du territoire israélien va naturellement avoir comme signification la réduction du territoire palestinien. Les Palestiniens qui avaient 45% des territoires lors du plan de partage de l'ONU de 1947, et ils avaient refusé ces 45%, maintenant ils se retrouvent avec 22%, c'est-à-dire la moitié de leur territoire initial qui était donc donné par l'ONU. Donc Israël va donc agrandir ces territoires avec la guerre des 6 jours, et en 1973 maintenant, Al-Sadat, le nouveau président égyptien, Anwar Al-Sadat, qui va remplacer Gamal Abdel Nasser, va vouloir se venger. Sadat va vouloir se venger de l'humiliation que Israël a fait. Israël avait humilié les armées arabes. En 6 jours, ce jeune État a vaincu toutes les armées arabes. Mais maintenant, Anwar Al-Sadat a voulu se venger de cette humiliation donc, des Arabes. Et en 1973, donc, il a préparé secrètement un plan pour attaquer Israël. Et il a décidé d'attaquer Israël le jour de leur fête. Donc une fête de la paix, que les Juifs appellent une fête juive, qu'ils appellent le Kippour, Yom Kippour. Le Kippour, c'est une fête religieuse chez les Juifs. Donc c'est ce qu'ils appellent la fête du pardon. Donc les Arabes ont voulu attendre le jour où les Juifs vont aller fêter le Kippour pour les attaquer par surprise, afin d'avoir donc là une victoire sur eux. Parce que n'oubliez pas qu'en 1948, ce sont les Juifs qui ont vaincu les armées arabes. 1956, c'est toujours les Juifs qui ont vaincu. 1967, c'est les Juifs qui ont vaincu. Maintenant, c'est en 1973, avec une attaque surprise, que les Arabes espéraient vaincre les Juifs. Mais on verra, comme pour les 3 premiers conflits, les Juifs également vont toujours sortir vainqueurs des Arabes. Donc là, le quatrième et dernier conflit israélo-arabe, donc qu'on appelle également la guerre de 1973, ou bien la guerre du Kippour, ou bien la guerre du Yom Kippour. Mais cette défaite arabe de 1973 va avoir des répercussions dans le monde, va avoir des répercussions internationales, parce que les Arabes étaient frustrés du soutien des Occidentaux à l'État d'Israël. Chaque fois, les Occidentaux, c'est-à-dire la France, les États-Unis et autres, ils soutenaient Israël. C'est pour ça qu'Israël parvenait à renverser la domination arabe et à prendre la victoire. Et ici, donc, les Arabes, après la guerre de 1973, vont utiliser donc l'arme du pétrole. Donc les Arabes vont utiliser l'arme du pétrole. Comme sur le plan militaire, ils ont été vaincus et ils continuent toujours à connaître des défaites face à Israël. Et comme vous le savez bien, le Proche-Orient, ce sont les Arabes qui sont les plus grands pays producteurs de pétrole. Et ils vont utiliser cette arme du pétrole qui est très importante pour l'économie occidentale, parce que les Occidentaux dépendent du pétrole pour développer leur économie. Mais les Arabes maintenant vont utiliser cette arme du pétrole maintenant pour faire mal au niveau des Occidentaux. Et donc c'est ce qu'on va appeler l'arme du pétrole, ou bien qu'on va appeler le choc pétrolier. Qu'est-ce qui va amener le choc pétrolier? Parce que les Arabes vont multiplier
sans concession, ils vont multiplier le prix du pétrole par 4. Donc s'il fallait débourser une somme bien précise, pour, non, je ne sais pas le prix de l'époque, mais s'il fallait débourser 25 $ pour acheter un baril, mais il faut multiplier cette somme par 4. Maintenant, il faut débourser 100 pour avoir le prix d'un. Donc vous voyez, ils vont multiplier les prix du pétrole par 4. Et ça va amener une grande crise économique auprès des pays occidentaux. Donc, parce que ce sera inattendu, cette hausse sera une hausse inattendue. Et on verra donc que ce sera une arme très efficace parce que ça va créer une crise économique mondiale. Donc cette augmentation brusque du pétrole, du prix du pétrole par les Arabes va créer une crise économique mondiale brusque et les États-Unis vont bien le ressentir parce que l'économie américaine est surtout donc, basée sur le pétrole. Et ce n'est pas seulement les États-Unis, c'est pratiquement tous les pays occidentaux qui vont donc ressentir cette crise majeure. Et on verra ici donc que après 1973, les États-Unis vont déployer une grande force diplomatique pour essayer de trouver la paix entre Israël au moins et l'Égypte. Pourquoi l'Égypte? Parce que l'Égypte est le plus grand pays arabe, c'est l'armée arabe la plus puissante, la plus grande. Et si les États-Unis parviennent à trouver une paix entre l'Égypte et Israël, les autres pays arabes n'oseront pas attaquer la Palestine, n'oseront pas attaquer Israël, parce que c'est l'Égypte qui est l'armée la plus puissante. Et on verra que l'Égypte va finalement donc faire la paix avec les Arabes. Et à partir de 1973, donc, après la dernière défaite arabe face à Israël, on va rentrer dans une autre phase du conflit. La question ne sera plus une question israélo-arabe, mais c'est à ce moment, simplement après 1973, qu'on va parler de la question palestinienne. Parce que les Arabes, après leur défaite de 1948, 1956, 1967 et 1973, les Arabes ne vont plus se constituer en coalition pour attaquer Israël. Maintenant, les Arabes vont abandonner le Palestinien avec leur combat. C'est à partir de ce moment que les Palestiniens vont prendre eux-mêmes en charge leur propre préoccupation. Donc, on commence à parler ici de la question des relations israélo-palestiniennes à partir de 1973. Donc, en grand droit, on n'aura plus les relations israélo-arabes, mais on aura maintenant les relations ou bien les guerres les relations israélo-palestiniennes. Donc c'est le glissement. Au début de la question, c'était les Arabes, tous les Arabes s'étaient coalisés pour aider la Palestine, pour que l'État juif ne puisse pas voir le jour en terre arabe, mais militairement, ils ne sont pas parvenus à empêcher la création, le développement et l'émergence de cet État juif. Ils l'ont attaqué à travers plusieurs guerres et n'ont pas eu guerre de cause, mais à partir de 1973, maintenant, les Palestiniens étaient dans l'obligation eux-mêmes de prendre en charge donc leur question, parce qu'en quelque sorte, c'est une question palestinienne. Donc l'État d'Israël est créé sur des terres palestiniennes. C'est les Palestiniens qui doivent être en avant donc, sur ce combat. Et on verra, donc à partir de 1973 jusqu'à nos jours, 1973 à nos jours, tous les conflits de cette partie du monde, c'est entre les Israéliens et les Palestiniens. Les relations israélo-palestiniennes. Je le répète ici. Donc les relations israélo-palestiniennes. Et les Palestiniens, comme ils n'ont pas une armée puissante qui peut s'attaquer à Israël, ils ne peuvent pas aller s'attaquer à Israël parce qu'ils n'ont pas une armée puissante qui peut le faire. Ils vont utiliser les attentats. Et le premier attentat de grande envergure des Palestiniens contre les Israéliens, ce sera en 1972, lors des Jeux Olympiques. De Munich. Lors des Jeux Olympiques de Munich en
en Allemagne, les Palestiniens vont faire les premiers actes terroristes contre Israël, parce qu'eux, ils ne peuvent pas s'attaquer militairement à Israël, donc ils vont mener tout simplement des actions d'éclat, donc des détournements d'avions. Ça se fera, les Palestiniens, une femme palestinienne va détourner un avion israélien. Un commando palestinien également s'est attaqué aux athlètes israéliens qui étaient en Munich pour participer aux Jeux Olympiques, etc. Donc ils ont commencé les actions d'envergure à partir de 1973 et notamment même en 1972. En 1978, il y aura des attaques palestiniennes à partir du Liban, qui était un pays limitrophe d'Israël. Donc, les commandos palestiniens, à partir du Liban, ces réfugiés palestiniens qui étaient là-bas, organisaient des actions de commandos d'envergure. Et pour enrayer ces actions des Palestiniens, les Israéliens vont demander au Liban de cesser les combattants ou bien les résistants, qu'on appelle les Fadagiens, donc palestiniens. Le Liban va recevoir une sommation de l'État d'Israël de cesser ces Fadagiens qui attaquent donc son territoire à partir donc là du Liban, pour les cesser donc là du Liban. Et finalement, on a convaincu ces résistants palestiniens à quitter le Liban, et ils ont décidé de quitter le Liban pour venir au nord de l'Afrique, en Tunis. Et ils ont laissé en place leurs familles, les femmes, enfants, etc. Et il y a eu un massacre donc là, des familles de ces combattants qu'on appelle le massacre de Chabra et de Shatila, en 1982. Chabra et Shatila. Shatila, je crois que c'est comme ça. Chabra et Shatila. Donc les massacres de Chabra et Shatila, donc des familles des combattants palestiniens, parce que les combattants s'étaient déjà transférés en Afrique du Nord, en Tunisie, et les familles qu'ils avaient laissées en place, l'armée israélienne a massacré ces familles. Mais il y a eu des contestations. L'armée israélienne dit qu'elle n'a jamais massacré les familles. Ce sont d'autres qui se sont vengés de ces combattants qui ont massacré. Bon, toujours est-il qu'il y a donc massacre quand même de ces familles et des combattants. Et donc à partir de l'Afrique du Nord, la Tunis, les mouvements palestiniens vont se regrouper et former ce qu'on appelle l'OLP, l'Organisation pour la libération de la Palestine. L'Organisation pour la libération de la Palestine. De la Palestine. OLP. Donc l'OLP est un regroupement de plusieurs mouvements palestiniens. Donc c'est un regroupement de plusieurs mouvements palestiniens. Et cette organisation sera dirigée par Yasser Arafat. Je dis bien, c'est l'OLP, c'est le regroupement de plusieurs organisations palestiniennes. Parce que parmi ces organisations, on avait le Fatah, dirigé par Yasser Arafat même, le Fatah. Il y avait le Hamas, le djihad islamique, etc. Les brigades des martyrs d'Al-Aqsa, les brigades des martyrs d'Al-Qassam. Donc tous ces mouvements palestiniens, mais les plus célèbres, c'est les trois. Donc le Hamas est excusé. Il y a également le Hezbollah. Le Hezbollah. Également, c'est un parti important qui est installé aujourd'hui au Liban. Même la guerre de 2006 était faite entre Israël et le Hezbollah. Le Hezbollah, le Fatah, le Hamas, le djihad islamique et d'autres mouvements que je n'ai pas cités, tous ces mouvements palestiniens vont se regrouper dans un cadre qu'on appelle l'OLP. Et l'OLP sera dirigé par un leader charismatique, Yasser Arafat, donc qui va organiser la résistance en tout cas du peuple palestinien. Et cette organisation de la résistance du peuple palestinien donc, va en 1988 connaître
une phase importante parce qu'en 1988, pour la première fois, l'OLP va reconnaître l'existence de l'État d'Israël. Parce que l'OLP n'a jamais, les Palestiniens n'ont jamais voulu reconnaître l'État d'Israël parce qu'ils disent que ce sont des colonisateurs, c'est des colons. Et jusqu'à présent même, les mouvements comme le Hamas ne reconnaissent pas la naissance de l'État d'Israël. Donc, c'est pour ça que le Hamas est considéré comme l'État d'Israël comme un mouvement terroriste. Parce que le Hamas ne reconnaît pas l'État d'Israël. Mais on verra ici que le Fatah, en tout cas l'OLP, à travers Yasser Arafat, va reconnaître pour la première fois donc, la naissance de l'État d'Israël. J'ai volontairement omis de parler également de rapprochement entre l'Égypte et Israël. Et en 1972, il y a eu donc là des accords aux États-Unis. Mais je me concentre davantage sur les relations entre Israël et donc, les Palestiniens. Donc en 1988, il y a eu ce rapprochement entre l'OLP qui va reconnaître l'existence de l'État d'Israël pour la première fois de l'existence, parce que les Palestiniens n'ont jamais voulu reconnaître l'État d'Israël qu'ils prennent comme un État colonisateur. Et la reconnaissance de l'OLP de l'existence de l'État d'Israël va ouvrir des perspectives de négociation. Et on verra en 1973, on aura les premiers rapprochements entre Israéliens et Palestiniens, qu'on va appeler les accords de Oslo. Les accords de Oslo en Norvège. Donc les accords de Oslo, c'est des négociations, donc c'est l'aboutissement de négociations secrètes entre Israéliens et Palestiniens. Et ces accords de Oslo, entre le chef des Palestiniens, Yasser Arafat, et Yitzhak Rabin, qui était donc le premier ministre israélien, donc ces accords d'Oslo allaient permettre donc, un apaisement de la situation, c'est-à-dire les Arabes et les Palestiniens, donc allaient connaître donc, une période d'accalmie. Et ces accords, naturellement, devaient déboucher plus tard sur la création d'un État, donc devaient déboucher plus tard sur la création d'un État palestinien. Et on verra que ces accords d'Oslo vont finir par la signature, donc, comment dirais-je, en 1994 entre les Israéliens, donc des signatures entre Israéliens et Palestiniens, donc une signature des accords. Signature des accords israéliens et palestiniens. Donc une signature donc là, des accords. Mais malheureusement, on verra que cette signature des accords entre Israéliens et Palestiniens ne va pas être concrétisée. Parce que Yitzhak Rabin, le premier ministre israélien, qui a signé les accords avec les Palestiniens, a été assassiné par les extrémistes juifs qui ne voulaient pas la naissance, qui ne voulaient pas la création d'un État arabe en terre de Palestine, parce que ces extrémistes soutiennent que la Palestine, c'est une terre juive et elle ne peut rester qu'une terre juive. Pour Yasser Arafat également, qui a signé les accords de paix avec Israël, il a été considéré par certains mouvements palestiniens, comme le Hamas, comme étant un traître, parce qu'il a pactisé avec l'ennemi. Donc vous voyez, des deux côtés, aussi bien les extrémistes palestiniens que les extrémistes juifs n'ont pas été d'accord sur la signature donc là, des accords de Oslo, qui devaient déboucher plus tard sur la création d'un État palestinien. Et d'abord, la première phase serait qu'Israël rende les terres qu'ils avaient occupées des Arabes, les territoires occupés, comme la Cisjordanie, le territoire de Gaza, qu'ils le rendent aux Palestiniens d'abord, et plus tard, on procède à ce qu'on appelle donc la création d'un État palestinien à côté d'un État juif. Qu'il y ait deux États, juifs et palestiniens, qui vivent côte à côte et dans la paix. Parce que depuis 1948, la déclaration d'indépendance de l'État d'Israël, ces deux entités juives et palestiniennes ne vivent pas en paix. Ils passent de guerre en guerre. Je vous ai dit,
je vous ai passé tout à l'heure en revue les guerres de 1948 jusqu'à les crises donc là, de 1988, et on verra même, malgré donc, tous ces efforts qui seront faits, ces efforts ne vont pas aboutir à une paix entre les Palestiniens et les Arabes, parce qu'il n'y a pas eu d'aboutissement entre les Juifs et les Palestiniens après les accords de Oslo qui étaient chapeautés par Bill Clinton. Bill Clinton, le président américain, c'est lui qui avait chapeauté donc, là, toutes ces négociations de 1994, mais malheureusement ces accords n'ont pas abouti à grand chose. Et on a vu qu'à partir des années 2000, jusqu'à nos jours, il y a un cycle de guerre régulière, parce que ce qui a été prévu dans les accords n'a pas pu être respecté. En 2003, par exemple, il y a eu la création du quartet qui devait conduire à la paix et la création d'un État palestinien à côté d'un État juif. Le quartet était composé des États-Unis, de la Russie, de l'Union européenne et de l'ONU. Donc c'est pour ça qu'on dit quartet. Donc le quartet devait mener à la feuille de route. Le quartet avait une feuille de route. Donc cette feuille de route devait mener à la création d'un État arabe à côté d'un État palestinien. Mais on verra que ça va être compromis, parce que le Premier ministre de l'époque, 2004, Ariel Sharon, donc, va initier la construction d'un mur, parce que pour réduire les attaques des Arabes, enfin, les attaques des Palestiniens envers les colonies, les habitations juives, il va construire un mur qui va séparer les territoires arabes et pour protéger ces territoires juifs. La création ou la construction du mur en 2004 va compliquer davantage les questions de la paix. Et il y a eu également une continuation des colonies. En 2006, Ariel Sharon a décidé également la construction de colonies juives en terre palestinienne. Et normalement, il ne devait pas y avoir une continuation d'occupation des terres palestiniennes, parce qu'il y a eu donc des résolutions qui l'ont interdit. Donc j'ai parlé de la résolution 181 qui a mené au partage. Il y a eu également la résolution 242 qui demandait à Israël expressément de restituer les terres qu'il avait prises des Arabes. Mais donc ils ont systématiquement refusé et ils ont continué la construction de colonies. Les colonies, ce sont des logements que les Juifs construisent sur les terres appartenant aux Arabes. Et ils faisaient venir d'autres Juifs à travers le monde qui venaient occuper donc là, ces territoires destinés initialement aux Arabes. Donc on voit ici qu'il y a clairement une volonté d'annuler la création d'un État arabe. Donc les Juifs cherchent à rendre impossible la création d'un État arabe. Et ceci va amener à des frustrations. Et les attaques, donc, naturellement, ne cessent d'être perpétrées. Et en 2006 même, il y a eu une guerre entre le Liban et une guerre au Liban entre les Israéliens et les Palestiniens. C'était pour chasser les soldats palestiniens, parce que le Liban est la base arrière du Hezbollah. Donc ils vont essayer de chasser donc, le Liban. Du Liban, ils vont essayer de chasser les soldats palestiniens. Donc de 2009, 2012, 2014, 2016, jusqu'en 2018, de 2009 à 2018, donc on a régulièrement des cycles de guerre entre les Israéliens et les Palestiniens, mais surtout entre l'armée israélienne et le Hamas.
entre 2009 jusqu'à 2018 pratiquement, il y a un cycle de guerre entre Israël et le Hamas. Et j'aurais même dit entre 2009 même jusqu'à 2021, parce qu'en 2019, il y a eu une autre guerre. 2021, le mois de mai passé, il y a eu une guerre entre les deux. Mais ce qui va compliquer davantage les relations, c'est l'arrivée de Donald Trump au pouvoir aux États-Unis. Attention. Donc ce qui va compliquer davantage la situation, c'est l'arrivée de Donald Trump. Donc Donald Trump est élu président des États-Unis en 2016 en remplacement de Barack Obama. Donald Trump, il va rompre la résolution 181, parce que la résolution 181 de l'ONU avait prévu la création de deux États, un État arabe et un État juif, mais également Jérusalem. Dans la résolution 181, ne devrait appartenir ni aux Juifs ni aux Arabes, parce que Jérusalem est un territoire qui était convoité par les Juifs et les Arabes. Grâce ou bien à cause de l'importance symbolique de la ville de Jérusalem. Parce que Jérusalem est un lieu saint pour les Juifs. Donc c'est un lieu saint pour les Juifs, parce que c'est les Juifs, le lieu le plus saint des Juifs se trouve à Jérusalem, c'est le mur de la lamentation. Donc c'est les ruines du temple de David, qu'il appelle le mur des lamentations, c'est le lieu le plus saint. C'est également un lieu saint pour les chrétiens. Le plus souvent, ces chrétiens sont les Arabes, parce que c'est là où on a l'église du Saint-Sépulture, c'est-à-dire l'église où Jésus-Christ est enterré, l'église du Saint-Sépulture. On a également l'église de la Nativité, là où on a célébré la naissance de Jésus-Christ. Et c'est également un lieu saint pour les musulmans. Parce que Jérusalem également abrite la mosquée d'Al-Aqsa, qui est le troisième lieu saint de l'islam, après le haram de la Mecque, après la mosquée du prophète de Médine. Le troisième lieu saint de l'islam, c'est la mosquée d'Al-Aqsa, qu'on appelle les musulmans appellent Jérusalem, même Baitul Maqdis. Donc la ville de Jérusalem. Donc, à cause de l'importance symbolique de la ville de Jérusalem, les Arabes voulaient en faire leur capitale, les Juifs également voulaient en faire leur capitale. Et face à ce dilemme, ce problème, l'ONU, dans sa résolution 181, a dit que Jérusalem est un statut international. Ça n'appartient ni aux Juifs ni aux Arabes. Mais Donald Trump, en 2017, a décidé de reconnaître Jérusalem comme la capitale d'Israël. Donc ce qui est une violation de la résolution 181. Jusque-là, les Américains, les présidents américains ont tous soutenu Israël, mais jamais quelqu'un n'a osé franchir ce Rubicon. Donc c'est-à-dire cette violation. Et Donald Trump a reconnu Jérusalem comme capitale d'Israël. Capitale éternelle d'Israël, d'ailleurs c'est le terme usité. Capitale éternelle, donc capitale de l'État d'Israël. C'est pas tout. Avec Donald Trump, il a décidé de transférer l'ambassade des États-Unis, parce que tous les ambassades des pays étrangers à Israël se trouvent à Tel Aviv, la capitale. Mais Donald Trump a décidé de transférer la capitale américaine de Tel Aviv à Jérusalem, parce qu'il dit que c'est Jérusalem la capitale d'Israël. Donc il a décidé de ce transfert de capitale en 2018. Et le 14 mai 2018. 14 mai. Pourquoi 14 mai? Parce que le 14 mai marque la date anniversaire de la naissance de l'État d'Israël. Mais aussi le 14 mai marque le début de la catastrophe. C'est les Arabes, le 14 mai c'est la Nakba. Donc c'est le début d'une fête, d'un souvenir qui n'est pas radieux. Donc le souvenir des catastrophes, c'est-à-dire lorsque les Arabes ont été chassés de leur territoire pour aller se disperser dans les territoires étrangers. Donc le soir de Donald Trump du 14 mai, pour les Arabes c'est une provocation, parce qu'il a choisi le jour le plus noir pour ces Arabes afin
de célébrer l'ambassade américaine à Jérusalem. Et ça a conduit naturellement à des crises, à une guerre. Donc beaucoup de Palestiniens ont été tués parce qu'il y a eu beaucoup de manifestations donc, à ce niveau. Et en 2019, Donald Trump a proposé ce qu'il appelle le deal du siècle. Le deal du siècle, selon ces termes. Donc le deal du siècle, c'était quoi? C'était le plan pour la résolution du conflit proposé par Donald Trump lui-même avec la création d'un État palestinien à côté d'un État juif, mais donc il y avait beaucoup de pertes de territoire que les Palestiniens devaient concéder. Et naturellement, ce deal du siècle a été rejeté par les Palestiniens. Donc ce deal du siècle a été rejeté par les Palestiniens qui considéraient que c'est une part belle faite pour les Israéliens. Et le président palestinien, ou bien le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, n'a jamais voulu participer à ces négociations qui devaient conduire donc là au deal du siècle. Il appelle donc le deal du siècle, mais le terme officiel des deal du siècle, c'est les accords d'Abraham. Les accords d'Abraham. Donc, ou deal du siècle, les accords d'Abraham. Donc, proposés par Donald Trump. Les accords d'Abraham, pourquoi le nom d'Abraham? Parce qu'Abraham est le père des Arabes, mais également c'est le père des Juifs. C'est le père des religions monothéistes. Abraham, c'est Ibrahim dans la religion musulmane. Abraham pour les Juifs. Et on considère que c'est le père, aussi bien le père des Arabes que le père des Juifs. Donc les accords d'Abraham devaient être le trait d'union entre le peuple juif et le peuple arabe. Mais donc on verra que les Arabes vont rejeter donc, les accords de Donald Trump. Et on verra, nous en sommes là. Et aujourd'hui, la question se complique davantage. La seule fois où on s'est rapproché de la paix, c'était en 1993, entre les accords d'Oslo, où il y avait une signature entre Yitzhak Rabin et Yasser Arafat. Donc c'est la seule fois qu'on s'est approché d'une paix donc, sur cette terre de Palestine, depuis les premiers conflits de 1948. Et en 2021, mai 2021, on a vu que des soldats israéliens ont pénétré la mosquée d'Al-Aqsa, qui est donc là un lieu saint pour l'Église. Et ça conduit à des révoltes. Mais ce n'est pas ça qui a été à l'origine des révoltes. Là, ce qui a été à l'origine des révoltes, c'est que les Juifs voulaient délocaliser ou bien voulaient déloger un quartier arabe de Jérusalem pour y installer donc, des Juifs. Donc, ils vont chasser des territoires, donc ces Arabes de territoire pour installer des Juifs. Et ceci a créé des frustrations qui se sont accentuées naturellement avec la pénétration donc, là, des Juifs donc, dans la mosquée d'Al-Aqsa, qui a provoqué également une guerre, la dernière d'ailleurs en mai donc 2021 entre Israéliens et donc, Arabes. Entre Israéliens et Arabes, surtout entre la bande de Gaza et le territoire d'Israël par le lancement de roquettes donc, envers Israël et la réaction israélienne donc, qui est un bombardement intensif et des assassinats ciblés. Donc on voit en résumé, parce que nous avons éludé beaucoup de faits, surtout les relations entre l'Égypte et Israël, parce que cette question, donc vous voyez que c'est une question plus qu'actuelle, mais également c'est une question relativement compliquée, parce que de plus en plus, cette question se complique. Au lieu de parvenir ou bien de s'approcher de la paix, mais de plus en plus on s'éloigne de la paix. Parce qu'avec le dernier premier ministre israélien qui a été démis, donc, on voit que la colonisation juive continue. Et il y a de cela quelques jours, on a élu un nouveau premier ministre israélien. Et ce premier ministre israélien qui a été récemment élu, lui il est de l'extrême droite, c'est-à-dire des Israéliens qui sont favorables à la continuation des colonisations en terre palestinienne, qui sont contre la création d'un État palestinien. Donc vous verrez avec moi que ce n'est pas pour demain la résolution donc, de cette question palestinienne. Donc c'est une question plus qu'actuelle, mais également c'est une question relativement compliquée. L'ONU a essayé, n'est pas parvenu à trouver donc, la solution. Les États-Unis sont intervenus, le quartet également est intervenu,
Et il y a également des négociateurs spéciaux, donc on a nommé aussi bien c'est les Israéliens, c'est les Palestiniens au niveau de l'ONU, mais toutes ces négociations n'ont pas encore abouti à une paix ou bien à des perspectives de paix entre Israéliens et Palestiniens. Donc voilà, en résumé, mademoiselle et monsieur, donc la question Palestine. Donc on a essayé de passer en revue les grandes lignes donc là, de cette question, tout en éludant certains aspects. Mais sur la plateforme de PrépaBac, vous pouvez naturellement faire vos suggestions, poser vos questions et nous allons tenter d'y apporter des réponses et on va continuer la discussion là-dessus. Soyez nombreux à vous abonner sur la page de PrépaBac, partagez le maximum pour en faire connaître vos amis donc cette plateforme qui est une plateforme qui essaie d'accompagner les élèves à préparer l'examen. Donc à la prochaine fois. Merci beaucoup. C'est bon. PrépaBac 2021 vous est offert par la République des Valeurs.